Une énigme entoure le rhapsodiste réticent. Miss Marple pourra-t-elle la résoudre avant qu'il ne soit trop tard? Bienvenue au Casebook Club. Je suis votre hôte, Lucien. Faites-moi savoir d'où vous écoutez. Vos commentaires enrichissent l'histoire. Il est temps de se plonger dans l'énigme. Lilac Lawn, la plus grande maison du village de Linmer, était en pleine floraison. Pas seulement le jardin, qui débordait de lavandes et de roses, mais aussi des bavardages, des rires et le tintement indubitable de la porcelaine tendre. C'était la sérénade d'été annuelle, animée par la formidable Lady Evelyn Marchmont, une veuve d'une hauteur impressionnante qui croyait en la culture, la tradition et absolument pas de scones achetés en magasin. La garden party était depuis longtemps un incontournable du calendrier du village, connu pour ses quatuors à cordes, son sirop tiède de fleurs de sureau et l'apparition inévitable d'au moins un scandale mineur. Miss Jane Marple était assise, près du treillis de roses, légèrement à l'écart de la pelouse centrale où jouaient les musiciens. Elle portait un chapeau gris tourterelle avec une rose de soie discrète et tricotée calmement, même si ses yeux bougeaient continuellement, parcourant les invités, les serveurs et les nerfs palpitants sous des sourires polis. C'était la première fois que les villageois voyaient le jeune Stephen Pendry depuis près d'une décennie. Autrefois pianiste talentueux et fierté du professeur de musique local, il avait quitté Linmer dans le calme, réapparaissant maintenant à 28 ans avec des yeux lasses et une curieuse réticence à jouer une seule note. Pourtant, c'était sa musique que Lady Evelyn avait si généreusement annoncée sur ses invitations gravées, un récital spécial, le retour de Stephen Pendry. Et c'est ainsi que la foule s'était rassemblée. Les murmures de son génie passé passaient de parasol en parasol, surtout parmi ceux qui se souvenaient de sa rhapsodie envoûtante lors du concert des Vendanges en 1937. Mais maintenant, debout, à côté du piano à queue polie sous le chapiteau, Stephen avait l'air tout sauf inspiré. Il hésita, ses doigts planant au-dessus des touches comme des étrangers. Le silence s'éternisa. Alors, un cri. Ce n'était pas théâtral, mais pointu et humain. La foule se tourna en masse vers l'allée des Roses, où Miss Chloé Armitage, une petite femme avec la malheureuse habitude de s'évanouir à l'annonce d'une bonne nouvelle, se tenait pâle et tremblante, une main gantée pressée contre sa bouche. Derrière elle, étendue sur le chemin de gravier comme une poupée brisée, se trouvait Stephen Pendry. Il était bien mort. Le piano n'a jamais joué une seule note. Le choc de la mort de Stephen Pendry s'est répercuté dans Linmer, avec la précision d'une cloche bien sonnée. Au moment où le docteur Langley arriva, un homme vif qui trouvait la plupart des formes de souffrance humaine gênantes, le jardin s'était vidé, la fête se dissout dans des murmures et des pas en retraite. Lady Evelyn se tenait comme un pilier sous le saule pleureur, ses lèvres pincées en une ligne, serrant un mouchoir en dentelle dont elle ne se servait pas. Miss Marple était restée assise, refusant poliment l'inquiétude de l'épouse d'un vicaire voisin et observant tranquillement la dispersion des invités comme si elle regardait tomber les pétales d'une fleur mourante. Mort avant qu'il ne touche le sol, y marmonna le docteur Langley après un examen rapide. Coup cassé, mais que ce soit à cause de la chute ou, eh bien, je ne me hasarderai pas à deviner avant que le coroner n'ait son mot à dire. Bien sûr que non, dit Lady Evelyn, mais sa voix se brisait sous sa formalité habituelle. Il semblait affligé avant de pouvoir jouer. Il ne voulait pas jouer. C'est dommage, a déclaré le révérend Pierce, qui s'était écarté à un moment donné.
tellement de promesses chez ce garçon. Je me souviens de son prélude à Chopin, lors de la collecte de fonds de guerre. Cela m'a donné la chair de poule dans le dos, peut-être une crise cardiaque. La voix de Chloé Armitage tremblait, tandis qu'elle parlait, toujours secouée. Ça arrive avec les artistes, n'est-ce pas? Tellement sensible, tellement fragile. Il n'était guère fragile, renifla le colonel Weatherby. Construit comme un joueur de rugby, celui-là. Mon neveu a joué avec lui il y a des années. Non, si vous me demandez, personne ne vous le demande. Coupa brusquement sa femme. Pas encore, en tout cas. Mais bien sûr, les gens le demanderaient, et spéculaient. En fin d'après-midi, tous les téléphones de Lidmer étaient réchauffés par les ragots. Madame Edgecombe, la femme du boucher, a dit à Madame Ferris de la mercerie que Stephen était arrivé au village à l'improviste, s'étant enregistré au Rosencrown la nuit précédente, portant seulement une valise cabossée et un colis bien emballé. Pas de piano en vue. Au bureau de poste, le jeune Timothy Cray a affirmé avoir vu Stephen se disputer avec un homme à l'extérieur du cimetière la veille au soir. Un étranger, dit-il, ou peut-être quelqu'un de Londres. Cela avait l'air faux, d'une manière ou d'une autre, ajouta utilement Timothy, un peu déplacé, comme un pianiste lors d'un match de rugby. Miss Marple, naturellement, ne dit rien. Elle était retournée à son chalet juste après l'arrivée du gendarme. Un grand garçon nommé Pritchard, qui semblait s'excuser d'avoir même dû recueillir des déclarations de témoins. Il lui avait demandé ce qu'elle avait vu. Très peu, dit-elle doucement, même si j'ai remarqué que Stephen Pendry n'avait pas touché à sa limonade. Étrange, étant donné la chaleur de l'après-midi. Les gens ont tendance à boire plus lorsqu'ils sont nerveux, pas moins. J'ai également remarqué que le piano de Lady Evelyn avait été nouvellement accordé. Est-ce que c'était? Pritchard cligna des yeux. « Oh oui !» dit Miss Marple avec un doux sourire. « Je connais l'homme qu'elle utilise, assez méticuleux. Il l'a mentionné quand je l'ai vu dans la rue principale la semaine dernière. Il a dit que le grand était une vieille chose capricieuse et que Lady Evelyn a insisté pour qu'il soit parfait pour le retour de Stephen. Pritchard a écrit cela comme si cela pouvait avoir de l'importance, même s'il ne pensait clairement pas que ce serait le cas, et est passé à des Tonkage, et j'y enquête plus sérieuse. Hein, comme interroger le valet de pied qui avait servi les sandwichs au thé. Ce soir-là, alors que la lumière devenait orange et que l'air se refroidissait, Miss Marple s'installa dans son salon avec un plateau de pain grillé et de gâteaux aux graines. Ses aiguilles à tricoter claquèrent doucement. Bien que son visage ait l'expression d'une femme heureuse d'un âge avancé, son esprit bougeait rapidement, comme un chat serpentant silencieusement dans les hautes herbes. Ce n'était pas seulement que Stephen était mort, c'était comment il était mort. Il n'y avait eu aucun cri de douleur, aucun spasme, aucun avertissement. Juste le silence, puis effondrement. Et quelque chose d'autre, quelque chose qui lui arrachait la mémoire. Pas ce qui était présent, mais qu'était-ce absent. Le manque de musique, l'absence de joie. Un garçon qui rentrait chez lui dans le village, qui l'adorait autrefois, était invité à jouer devant tous ceux qui avaient loué son talent précoce. Et il avait hésité. Pourquoi? Au Rosencrown, pendant ce temps, les villageois buvaient plus profondément que d'habitude, la langue plus détendue. Je vous le dis, il avait non-intention de jouer, a déclaré George Harper, le barman. Vous pouviez le voir sur lui, pâle comme de la craie à son arrivée. Il a dit qu'il
essaierait de s'en sortir. Quel genre de discours est-ce pour un artiste? D'Adam Greaves, la secrétaire de l'école, s'est penchée. On dit qu'il a écrit une symphonie après la guerre, quelque chose de brillant. Mais elle n'a jamais été jouée. Personne ne sait pourquoi. Certains disent qu'il a complètement abandonné la musique, a proposé George. J'ai commencé à enseigner à Londres. Des cours particuliers, rien de public. J'en ai peut-être eu assez. Où interrompit une nouvelle voix, calme mais ferme. Il avait des raisons d'éviter les projecteurs. Les têtes se tournèrent. Il s'agissait d'Elspeth Farringdon, une chanteuse d'opéra à la retraite qui vivait à la périphérie du village. Élégant, distant et amateur de gin. Elle venait rarement au Rose and Crown, ce qui rendait son apparition d'autant plus curieuse. Le talent attire plus que les applaudissements, dit-elle en levant son verre. Cela suscite l'envie, l'obsession, parfois la vengeance. Un silence tomba, puis quelqu'un marmonna. « Vengeance ! Sûrement pas à Lidmer. » Mais à Lidmer, la vengeance était venue avec un piano qui ne chantait plus et un jeune homme qui ne jouait plus jamais. De retour à Lilac Lawn, Lady Evelyn était assise seule dans son salon. Le connétable était parti depuis longtemps. Elle tenait une photo, une vieille, de Stephen à 17 ans, rayonnante à côté d'une version beaucoup plus jeune d'elle-même. Le garçon avait été comme un fils pour elle autrefois. Sa musique remplissait les coins creux de sa demeure seigneuriale. Elle avait écrit des lettres à des sponsors et fait des présentations au Conservatoire de Londres. Et puis, il a disparu. Pas un mot, pas une note. Jusqu'à hier, quand la lettre est arrivée, de sa propre main, acceptant, avec hésitation, de jouer. Elle avait été ravie. Elle a même pleuré, même si elle ne l'admettrait jamais. Et maintenant, ce serait à nouveau le silence. Une seule autre personne était restée après la fête, Miss Marple. Elle avait demandé à utiliser le téléphone, mais n'a passé aucun appel. Au lieu de cela, elle s'était arrêtée à l'extérieur de la salle de musique, ses yeux parcourant le couvercle du piano, le sol ciré, le tabouret vide. Elle avait demandé une chose curieuse. « Lady Evelyn, dit-elle, Stephen a-t-il apporté sa propre musique ?» Lady Evelyn avait cligné des yeux. « Non, j'ai supposé qu'il avait mémorisé le morceau. Il l'a toujours fait. » Miss Marple avait hoché la tête, l'avait remercié et avait pris congé. Mais quelque chose dans cette réponse, dans cette hypothèse, restait mal à l'aise dans l'esprit de la vieille femme. On ne retournait pas dans un endroit rempli de fantômes à moins d'être invoqué par quelque chose de plus fort que la mémoire. Quelqu'un avait rappelé Stephen Pendry à Lidmer. Et maintenant, il était mort. 2 jours après la mort de Stephen Pendry, une pluie tranquille tomba sur Lidmer, trempant les parterres de roses et lavant les allées de gravier de Lilac Lawn en rubans argentés. Le village, bien qu'extérieurement inchangé, avait commencé à changer d'une manière que seul l'observateur pouvait détecter. Les rideaux bougeaient moins furtivement, les conversations baissaient un peu, et l'agent de police local, le jeune, M. Pritchard, apparaissait à la fois plus souvent et moins utilement à chaque pas de porte. La mort avait le don de réveiller de vieux soupçons à Lidmer. Miss Marple, cependant, vaquait à ses occupations habituelles avec une grâce sans prétention. Elle rendit visite au marchand de légumes, s'enquit de la hanche de Madame Lofthouse et lui rendit un exemplaire emprunté de Le compagnon de couture de la gentlewoman à la bibliothèque de près.
mais derrière ses yeux bleus bienveillants et son lent sourire, un esprit plus aiguisé que celui de n'importe quel inspecteur a tranquillement assemblé le cadre du puzzle. Une mort publique, dont des dizaines de personnes ont été témoins, mais que personne n'a comprise. C'était précisément le genre de choses que Miss Marple croyait que les gens négligeaient. Non pas parce que c'était compliqué, mais parce que c'était humain. Cet après-midi-là, elle a invité un visiteur à prendre le thé. « J'espère que cela ne vous dérange pas, chérie, » dit-elle en présentant des crimpets beurrés. « Mais j'ai pensé que tu m'aiderais peut-être à comprendre les choses. Tu étais assez près de la scène, n'est-ce pas, Miss Chloé Armitage, toujours visiblement secouée mais flattée qu'on lui demande, sirotait son thé, les mains tremblantes. « Oh oui, tout près, » souffla-t-elle. « C'était horrible, mademoiselle Marple. J'arrivais au coin de l'allée des Roses. Vous connaissez celle avec la petite arche. Et il était là, juste là, aménagé comme une statue tombée, et ses yeux. Yaritzen, oui, je peux imaginer que ce fut un choc terrible. » La voix de Miss Marple était douce. « Vous savez, j'ai toujours dit que les morts subites déstabilisaient terriblement les jeunes. Mais dites-moi, ma chère, aviez-vous parlé à Stephen avant? Le récital ?» Chloé s'essuya les yeux avec un mouchoir en dentelle. « Seulement brièvement. J'ai essayé. Je l'admirais, vous savez, avant qu'il parte. Nous étions dans la même chorale de jeunes. Je me souviens de ses mains. Il avait des doigts si longs. »« Oui, » acquiesça Miss Marple en offrant une autre crumpet. « Est-ce qu'il avait l'air nerveux? Oh, terriblement. Il m'a à peine regardé. Il a juste dit quelque chose à propos de « je le dois à quelqu'un ». Ensuite, il est allé directement sous le chapiteau et n'en est ressorti que lorsque Lady Evelyn l'a appelé pour jouer. « Je le dois à quelqu'un », répéta doucement Miss Marple. « C'est plutôt curieux, n'est-ce pas ?» Chloé cligna des yeux. « Je suppose. » Miss Marple sourit, remplit le thé et tourna doucement le sujet vers un sujet moins pénible. Le scandale du pudding de Madame Pendrick à la foire des récoltes, sur lequel Chloé, heureusement, avait beaucoup à dire. Après son départ, Miss Marple resta assise immobile dans le calme de son salon. Le vent crépitait légèrement contre les vitres, et quelque part, au bout de l'allée, un chien aboyait. Elle ferma les yeux. « Je le dois à quelqu'un. » Elle avait entendu quelque chose de similaire une fois, il y a de nombreuses années, lorsqu'une jeune servante de St. Mary Mead avait été surprise en train de voler les perles de sa maîtresse. « Je le devais, » avait sangloté la jeune fille. « Il a dit que je lui devais tout ce qu'il avait fait. » Les perles n'ont jamais été retrouvées et le jeune homme a disparu avant d'avoir pu être interrogé. Les gens réclamaient souvent des etioshdi, dettes d'honneur, et ces dettes se terminaient rarement par de la gentillesse. Pendant ce temps, l'agent Pritchard avait commencé à frapper aux portes avec une urgence croissante. Il avait été instruit par l'inspecteur Brantley, un homme corpulent au visage rouge qui venait de Melchester et dont les opinions sur les affaires du village étaient à la fois rapides et superficielles. « J'en ai assez », avait déclaré Brantley après 30 minutes à Lilac Lawn. Le garçon est probablement mort de stress. Les types de musique sont très nerveux. Sinon, c'est peut-être quelque chose qu'il a mangé. J'attendrai l'autopsie. Mais Pritchard, peut-être enhardi par sa jeunesse, n'en était pas aussi sûr. Il se retrouva debout, maladroitement, dans l'étroit hall d'entrée du Rose and Crown, en train de parler avec Alice Gilling, la gérante, et de l'auberge. Elle avait un air pragmatique et une mémoire photographique de qui dormait dans quelle pièce. « Pendry, chambre 4, dernier étage », dit-elle vivement.
Il n'a pas défait grand-chose. Il a gardé sa valise verrouillée. Je suis sorti une fois ce soir-là, et je suis revenu après 10 heures. A-t-il reçu des visiteurs? Pas ici. Mais il y avait un homme qui attendait de l'autre côté de la rue, ajouta Alice avec un regard aigu. Fumeur. Je ne m'ai pas parlé. Je portais un manteau bien trop cher pour ce village. Pourriez-vous le décrire? Pas besoin. Elspeth Farringdon le connaît. Je les ai vus parler près du cimetière. Elle a dit qu'elle vous le dirait elle-même, si vous le demandiez. Pritchard, désireux d'impressionner, se rendit directement au cottage couvert de lierre d'Elspeth. L'ancienne soprano l'a accueilli dans une robe de chambre en velours noir et lui a proposé du sherry avant qu'il ne puisse refuser. « Oui, je les ai vus », a-t-elle déclaré, allongée sur une chaise au style dramatique. Stephen et l'étranger. Au crépuscule, près du banc de pierre sous les ifs. Avez-vous entendu ce qui a été dit? Pas précisément. Mais l'étranger a parlé de affaires inachevées et de réparer les choses. Il était plus âgé. Grand, manteau sombre, gants en cuir. Pourriez-vous l'identifier à nouveau? Je reconnaîtrais le ton plus que le visage, a déclaré Elspeth. Ce n'était pas une menace, monsieur Pritchard, c'était de la culpabilité. Lourd, comme une note de violoncelle jouée trop bas. Pritchard fronça les sourcils. Est-ce que Stephen avait l'air effrayé? Non, dit-elle lentement. Résignée. Au moment où Pritchard revint au poste, Miss Marple avait déjà appelé pour lui parler. Pardonnez-moi, constable, je ne veux pas vous déranger, mais vous avez mentionné que le jeune Pendry n'avait pas de partition avec lui, au récital. C'est vrai, Miss Marple. Et pourtant, Lady Evelyn en a une collection dans sa salle de musique. L'avez-vous vérifié par hasard? Non, je ne l'avais pas fait. Pas de problème. C'est juste que j'ai connu un jeune pianiste qui ne jouait jamais de mémoire et qui affirmait que cela rendait la performance trop émouvante. Et Stephen, si ma mémoire est bonne, a été très précis. Pensez-vous qu'il n'avait pas du tout l'intention de jouer? La voix de Miss Marple était calme. Non, je crois qu'il avait l'intention de jouer quelque chose de spécifique. Quelque chose qui comptait beaucoup. Mais peut-être que quelqu'un d'autre était déterminé à ne jamais le faire. Ce soir-là, Lady Evelyn se retrouva de nouveau, seule dans sa salle de musique. La pluie s'était arrêtée. Le piano brillait, intact depuis le jour de la garden party. Elle passa la main sur son couvercle poli. Elle n'entendit la porte que lorsqu'elle se referma doucement derrière elle. « Je n'attendais pas de visiteurs, » dit-elle sans se retourner. « Cela ne prendra pas longtemps, » dit la voix de Miss Marple, gentille mais ferme. Je me demandais si je pourrais voir votre collection de musique, juste pour un instant. Lady Evelyn hésita, puis hocha la tête. Bien sûr, c'est dans le cabinet. Miss Marple s'y dirigea, ouvrit les portes vitrées et commença à examiner les titres Chopin, Liszt, Rachmaninoff. Un dossier se démarquait, pluvieux, usé, rangé derrière les autres, elle l'a ouvert. Il n'y avait pas de titre sur la page, seule une dédicace manuscrite, à J.M. pour ce qui aurait dû être. Miss Marple leva lentement les yeux. Cette pièce, est-ce que Stephen l'a composée? Le visage de Lady Evelyn était illisible. Il l'a écrit avant de partir. Je n'aurais jamais pensé le revoir. Mais quelqu'un l'a fait, dit doucement Miss Marple, et quelqu'un voulait qu'il soit enterré. Le 4e jour, la bruine avait cédé la place à un ciel gris et maussade, et l'atmosphère à Lidmer s'était transformée en un ragoût de spéculation.
Alors que le rapport d'autopsie était attendu dans la semaine et que la police cherchait toujours des théories, les villageois ont rempli eux-mêmes les blancs, comme ils le faisaient toujours. Dans la pièce confortable de la mercerie de Madame Ferris, où les aiguilles et les notions partageaient l'espace avec des opinions pointues, un murmure prit forme. Stephen avait été empoisonné. Eh bien, il avait l'air en assez bonne santé avant, marmonna Madame Edgecombe, devant une bobine de Dudley, ruban lilas. Garçon fort, aux épaules larges. Mais ce genre de réflexion se termine toujours par une tragédie. Retenez bien mes paroles, c'était quelque chose qu'il but, ou quelqu'un il savait, a rétorqué M. Tompkins, qui s'était arrêté sous prétexte d'avoir besoin d'élastiques pour chaussettes. On l'a vu se disputer la nuit précédente, n'est-ce pas? Les étrangers dans le village sont rarement synonymes de bonnes nouvelles, a ajouté Madame Ferris. Il suffit de regarder ce qui s'est passé lorsque ce photographe est arrivé en 1944. 5 poules disparues et des fiançailles rompues. Pendant ce temps, au bureau du constable, le jeune Pritchard cirait ses bottes lorsque l'inspecteur Brantley réapparut enfin. L'homme de Melchester avait passé 2 jours à consulter au quartier général, ce qui impliquait apparemment beaucoup de scotch et très peu de lecture. « Nous considérerons Pendry comme une mort suspecte », a annoncé Brantley. « Aucun signe de maladie, aucun signe de traumatisme naturel. La fracture du cou pourrait être postérieure à une chute, mais il y a une petite contusion à l'arrière du crâne, ce qui correspond à un coup violent. Une force contondante, peut-être. Ce n'est toujours pas clair. » Pritchard déglutit difficilement. « Un meurtre, alors ?» Brantley renifla. « Peut-être un homicide involontaire. Il aurait pu tomber, aurait pu être poussé. Mais c'est là que ça devient intéressant. Le coroner a trouvé des traces d'un sédatif dans son système. Un sédatif, des barbituriques. Pas assez pour le tuer sur le coup, mais assez pour le rendre étourdi. « J'ai sommeil au piano », marmonna Pritchard. « Exactement. Ce qui veut dire qu'il n'a pas trébuché sur ses propres pieds. Quelqu'un recherché lui compromit. » L'inspecteur se pencha en arrière, satisfait de sa propre déduction. Commencer par l'évidence. Qui avait un mobile? Il s'est avéré que l'évidence était dame Evelyn Marchmont. Ces soupçons ont choqué les villageois, et c'est peut-être pour cette raison qu'ils ont gagné du terrain si rapidement. Le très improbabilité, cela le rendait irrésistible. Elle avait été sa patronne, certes, mais les patrons peuvent devenir possessifs. Elle l'avait invité à revenir. Organisation du récital. Elle s'attendait à un triomphe, et à la place, elle avait reçu un cadavre sur sa pelouse. Était-ce du chagrin? Était-ce une vengeance pour un affront? Plus troublant, la dédicace non signée dans la musique trouvée, à J.M., qui Pritchard s'en rendit vite compte, ne correspondait pas aux initiales de Lady Evelyn. Mais Lady Evelyn n'était pas sans défenseur. Miss Marple, pour sa part, semblait discrètement sceptique quant à cette idée. Vous ne devez pas supposer que la déception émotionnelle mène au meurtre, a-t-elle dit doucement à Pritchard autour du thé. D'après mon expérience, lorsque les femmes tuent, elles le font souvent clairement, avec du poison, par exemple, ou en désespoir de cause. Mais ça, c'était théâtral. Quelqu'un recherchait une scène. Elle tapota légèrement sa cuillère sur sa soucoupe. Et Evelyn Marchmont, malgré tout son drame, ne permettrait jamais à quoi que ce soit d'éclipser sa garden party. Pritchard n'était pas entièrement convaincu, mais il a compris. Alors, qui est J.M.? Miss Marple fit une pause. Il peut s'agir d'une personne, bien sûr, mais il peut aussi s'agir d'un chiffre.
Les artistes laissent souvent des initiales qui ne signifient quelque chose que pour eux, ou peut-être pour leurs ennemis. Tandis que la police s'interrogeait sur les dédicaces et les doses, un autre nom a fait surface dans le courant chuchotant des soupçons du village. Révérend Alton Pierce. Le révérend était connu pour sa voix de velours et ses sermons impeccables, mais Stephen Pendry avait autrefois été son protégé dans la chorale de l'église. Les gens se souvenaient, vaguement et maintenant avec des détails exagérés, de la façon dont le révérend s'était souvent tenu trop près du garçon lors des répétitions. Rien n'a été prouvé, rien n'a été ouvertement discuté, mais là où il y a le silence, il y a de la fumée. Et Stephen n'était-il pas parti peu de temps après une dernière tournée chorale à Oxford? Et le révérend Pierce n'était-il pas devenu particulièrement renfermé pendant des mois? Pritchard a appelé le révérend pour un entretien discret. Il ne s'agissait pas d'un interrogatoire officiel. Brantley désapprouvait l'interrogation du clergé. Mais Pritchard posait ses questions clairement. « J'adorais Stephen », a admis Pierce, ses mains jointes tremblant légèrement. Un garçon doué, mais troublé. Même à ce moment-là, il a eu des épisodes, doute de soi, mélancolie. Ses parents ne savaient pas quoi faire de lui, et j'ai essayé, j'ai fait ce que j'ai pu. Savez-vous pourquoi il a quitté Lynmare? Pierce resta silencieux pendant un long moment. Il a reçu une invitation, une bourse pour étudier en privé avec un pianiste bien connu à Londres. Lady Evelyn a arrangé cela. Il n'en a pas parlé à beaucoup de gens. Je soupçonne qu'il voulait partir tranquillement, proprement. Mais il n'est jamais resté longtemps à Londres. Non, a déclaré Pierce. Quelque chose l'a fait fuir. J'ai toujours soupçonné qu'il avait de l'aide pour tout laisser derrière lui. Il a complètement rompu les liens. Mais il est revenu. Pierce sourit faiblement. Nous le faisons toujours, n'est-ce pas? Que ce soit à la maison ou dans la pénitence, Pritchard ne savait pas trop quoi en penser. Plus tard dans l'après-midi, Miss Marple s'est rendue au cimetière de Lynmare, apparemment pour déposer des fleurs fraîches sur le terrain de son défunt cousin, mais en réalité pour retracer la scène décrite par Elspeth Farringdon. Les ifs murmuraient doucement dans la brise, et sous leur ombre, Miss Marple s'agenouillait pour redresser le pot de fleurs d'une petite pierre tombale. Sous cet angle, elle pouvait voir comment deux hommes auraient pu se tenir invisibles depuis la route, comment une conversation secrète aurait pu se dérouler à la vue des seuls anges de pierre et de la mousse. Elle regarda le banc. Le bois s'était légèrement déformé à cause des années de mauvais temps, mais sur l'accoudoir le plus éloigné, à peine visible, un petit cercle de cendres et un léger pli, comme si quelque chose de pointu avait accroché le bois. Un bouton de manchette, une bague, un étui à cigarette, des détails laissés, derrière eux par des gens qui se croyaient seuls. La journée se terminait lentement. Ce soir-là, Miss Marple reçut un autre visiteur inattendu, Elspeth Farringdon, cette fois sans le voile du mélodrame. « Vous avez trouvé la partition », dit-elle sans détour. Miss Marple hocha la tête. Lady Evelyn l'avait, enfermée mais pas détruit. Et la dédicace? Oui. Je savais que Stephen avait écrit quelque chose pour quelqu'un, dit Elspeth en se servant du thé sans attendre qu'on lui le propose. Il était amoureux, vous savez. Il y a des années. C'était secret et ça s'est mal terminé. Il n'a jamais dit qui, mais j'avais des soupçons. Miss Marple attendit. Eliza Greening. Miss Marple cligna des yeux. L'instituteur. Elspeth.
hocha la tête. Un été, ils étaient inséparables, avant qu'elle ne s'entraîne. Elle est revenue un moment pendant la guerre, à aider au concert du village. Puis, tout d'un coup, ils ont arrêté de se parler. Elle est partie. Stephen est parti peu de temps après. Et maintenant, elle est de retour. Et de retour à Lidmer, mais pas aux funérailles, pas à la fête, et elle n'a dit un mot à personne. Miss Marple tapota légèrement son aiguille à tricoter contre le bras de sa chaise. « G.M. » murmura-t-elle. « Pas Elisa, alors. »« Non, » dit Elspeth. « Mais Elisa savait qui. Elle l'a toujours su. » Le 5e matin, après la garden party, le temps s'est cassé. La lumière du soleil perçait la brume qui s'accrochait obstinément aux haies, et l'air transportait une légère odeur de chèvrefeuille et de terre humide. C'était le genre de temps qui faisait croire que le village était revenu à la normale, si l'on n'y regardait pas de trop près. Mais Miss Marple regardait toujours attentivement. Elle était assise dans son petit salon soigné, triant un panier non trié de boutons et de chutes de couture qui avait besoin d'attention depuis des années. C'est du moins ce qu'elle a affirmé lorsque quelqu'un lui a demandé pourquoi elle n'était pas sortie ce jour-là. En vérité, elle réfléchissait à une seule et tranquille pensée, de la même manière qu'un jardinier inspecterait une feuille enroulée à la recherche d'une brûlure cachée. C'était quelque chose qu'Elspeth Farringdon avait dit. Elisa savait qui. Elisa Greening, l'institutrice, est revenue à Lidmer quelques semaines seulement avant la mort de Stephen Pendry, mais n'a été présente ni à la sérénade d'été ni aux funérailles. Une curieuse absence, compte tenu de son ancienne proximité avec la victime. Plus curieux encore, son silence. Miss Marple connaissait la valeur du silence. Cela cachait souvent de la honte ou de la culpabilité. Elle prit son chapeau et alla appeler. Elisa Greening vivait dans une modeste maison à l'extrémité ouest du village, dans l'ancienne maison du jardinier qui appartenait autrefois au domaine Marchmont. Le jardin était bien rangé, un peu clairsemé, même si les parterres de fleurs avaient été quelque chose de négligé, comme s'ils avaient été entretenus plus par devoir que par plaisir. Elisa elle-même a ouvert la porte avec l'air de quelqu'un en pleine réflexion. C'était une femme simple d'une trentaine d'années, avec des cheveux noirs tirés en chignon strict et un menton pointu à peine adouci par le temps. Elle regarda Miss Marple avec un éclair de surprise, mais sans hostilité. « Miss Marple, » dit-elle prudemment, « je ne m'attendais pas à de la compagnie. »« Personne ne vient jamais quand j'appelle, » dit joyeusement Miss Marple. « Mais j'ai pensé que je pourrais passer te demander de tes nouvelles. Ça a été une semaine épouvantable, n'est-ce pas ?» Elisa hésita, puis s'écarta. « Oui, horrible. Entrez, si vous voulez. Le salon est un peu en désordre. Ce n'était pas le cas. C'était clinique. Propre, clairsemé, sans photographie personnelle et sans un seul livre exposé. Un métronome était assis seul sur la cheminée, arrêté en plein mouvement. « J'ai bien peur de ne pas pouvoir offrir de thé, » a déclaré Elisa. « Je ne m'attendais pas à des visiteurs. » Miss Marple s'assit, sans faire d'histoire, et étudia la femme pendant qu'ils échangeaient des plaisanteries. Sous la réserve, Elisa était visiblement tendue. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle les posait sur ses genoux. « Vous n'étiez pas à la sérénade d'été » dit doucement Miss Marple. Elisa se raidit. « Non, j'avais des papiers à corriger. » On s'attendait à ce que Stephen Pendry se produise. « Je sais. Vous étiez amis, n'est-ce pas? Quand vous étiez plus jeune ?» Elisa baissa les yeux. « Oui. » Miss Marple attendit. Elisa inspira. «
Nous étions proches. Nous jouions de la musique ensemble. Je devais l'accompagner une fois à un concert. Mais les choses ont changé. Il est parti. Saviez-vous qu'il revenait? J'ai reçu un mot de Lady Evelyn m'invitant au récital. Et vous avez refusé? Elisa croisa le regard de Miss Marple. Je ne voulais pas le voir. Pas comme ça. Pas après toutes ces années. Pourquoi pas? Une pause, parce que je savais que ce n'était pas seulement une performance, dit doucement Elisa. Stephen n'a jamais joué sans le vouloir. Et je savais, peu importe ce qui l'avait ramené, ce n'était pas seulement la musique. Miss Marple hocha la tête. Vous a-t-il déjà dit qui était J.M.? Elisa cligna des yeux, surprise. Quoi? Le dévouement dans sa composition, a déclaré Miss Marple. À J.M. pour ce qui aurait dû être. Vous le saviez. La voix d'Elisa faiblit. Oui, il l'a écrit pendant l'été où il est parti. Il ne m'a jamais dit qui était J.M. Mais je pense que c'était quelqu'un de la maison Marchmont. Pas Lady Evelyn. Non. Elisa fronça les sourcils. Quelqu'un sous son toit. Miss Marple absorba cela avec un lent hochement de tête. L'a-t-il laissé derrière lui, intentionnellement? Je pense qu'il espérait que quelqu'un finirait par le trouver. Jouez-le, comprenez. Mais personne ne l'a fait. Personne n'a osé. Plus tard dans la journée, Miss Marple a rendu une visite discrète au domaine Marchmont, apparemment pour rendre un parapluie oublié. Lady Evelyn l'a reçu avec la dignité de quelqu'un qui retient une avalanche d'embarras et de chagrin. Je ne peux pas imaginer comment tout cela est arrivé, dit-elle en conduisant Miss Marple dans le salon. Il semblait tellement hésitant, mais je pensais que c'était simplement de la nervosité. Les nerfs ou la peur, dit doucement Miss Marple. Lady Evelyn se tourna. Vous pensez que quelqu'un voulait le faire taire? Je pense qu'il voulait parler. À travers la musique. Et quelqu'un ne voulait pas ça. Elle laissa la déclaration en suspens pendant un moment avant de continuer. Dites-moi, ma chère, qui a vécu ici pendant l'été que Stephen a quitté? Lady Evelyn haussa un sourcil. Tu penses que ça remonte que loin? Je trouve que c'est souvent le cas. Lady Evelyn sirota son thé et réfléchit. À part le personnel, moi-même, mon neveu Graham était en visite à ce moment-là, même s'il était principalement à l'université à l'époque. Et le jeune Gregory Miles, qui travaillait pour le domaine, était en quelque sorte un assistant jardinier et un garçon de course. Il est resté dans le cottage juste au-delà du treillis. Les yeux de Miss Marple s'illuminèrent faiblement au nom de famille. « Gregory Miles? Oui, dit Lady Evelyn en fronçant les sourcils. Un garçon charmant, ambitieux, enclin à la musique en fait. Il a appris le piano en autodidacte après le départ de Stephen. Mais il a été licencié dans des circonstances malheureuses. Dans quelles circonstances? La bouche de Lady Evelyn se serra. Il y avait des rumeurs, quelque chose selon lequel il aurait été surpris dans la salle de musique tard dans la nuit. Il y a eu un incident impliquant un héritage disparu. Rien n'a été prouvé, mais j'ai décidé qu'il valait mieux qu'il s'en aille. Et où est-il maintenant? Lady Evelyn soupira. Il est arrivé il y a quelques mois. Il a dit qu'il voulait se réconcilier. Il s'est excusé. Je pensais que le temps l'avait changé. Il semblait sincère. Était-il au récital? Non. Il a affirmé qu'il devait partir ce matin-là pour un rendez-vous de travail à Bristol. Miss Marple se rassit, rassemblant ses pensées. Un garçon, licencié sous un nuage de suspicion.
un jeune pianiste disparu du village. Une composition cachée avec une dédicace énigmatique. Et un nom, Gregory Miles, GM. Le lendemain matin, Miss Marple a demandé à examiner les affaires de Stephen au Rose and Crown. « Juste sa valise », dit-elle à Alice Gilling, la gérante de l'auberge. « Il restait dans la chambre 4, je crois. » Alice obéit, la conduisant vers l'étroit escalier. « Il l'a gardé verrouillé », a déclaré Alice. « Mais la police l'a ouvert. Il n'y avait pas grand-chose. Des vêtements, un kit de rasage, une enveloppe avec des brouillons de partition et une lettre adressée à quelqu'un nommé G. Ils ont pris ça, je pense. » Miss Marple remarqua le lit dépouillé, le verre d'eau à moitié rempli sur la table de nuit, la moquette usée sous la fenêtre. Puis ses yeux aperçurent quelque chose de curieux. Une petite tache séchée sur le côté de la table de nuit, rouge, brunâtre, très faible. Est-ce que la police l'a remarqué? Elle a demandé. Alice se pencha. Non, mon Dieu, est-ce que... Peut-être de l'encre, dit Miss Marple, mais son esprit travaillait déjà. De l'encre ou du sang, c'était trop petit pour être d'une grande utilité. Mais cela suggérait un mouvement précipité, quelqu'un saisissant le côté de douleur, ou peut-être dans la peur. Elle recula. Qu'avait essayé de dire Stephen avant de mourir? Et quoi ou qui l'avait arrêté? C'était en fin d'après-midi que l'agent Pritchard reçut au poste une visite discrète. Miss Marple, toujours aussi bien habillée, même si son expression était plus sérieuse que d'habitude. « Je crois que j'ai peut-être quelque chose d'intéressant », dit-elle en s'asseyant doucement dans le fauteuil en cuir usé en face de son bureau. Il s'agit d'un homme nommé Gregory Miles. Pritchard fronça les sourcils, le nom étant encore inconnu. Gregory Miles, un ancien assistant jardinier du domaine Marchmont et, selon Lady Evelyn, un jeune homme à tendance musicale qui est parti dans des circonstances ambiguës l'été même où Stephen Pendry a disparu. Pritchard feuilleta son carnet. Les initiales GM. Miss Marple hocha la tête, ravie. Précisément. Je pense qu'il s'agit peut-être de la personne à qui Stephen a dédié sa dernière composition. Et je crois que cette pièce, jamais jouée, a peut-être révélé quelque chose que Gregory Miles voulait désespérément garder caché. Pritchard cligna des yeux. Quoi cacher, exactement? C'est ce que nous devons découvrir, dit Miss Marple avec un léger sourire. Elle se leva pour partir. Je vous suggère de localiser M. Miles et de lui demander ce qu'il fait depuis le jour du récital. Et plus importante encore, pourquoi il a quitté la ville avant que la musique puisse être jouée. Gregory Miles a été retrouvé à moins de 2 villages de là, hébergé sous un nom de famille différent, Miller, dans une modeste maison d'hôte à Berwick. Lorsque Pritchard et l'inspecteur Brantley sont arrivés pour lui parler, il a ouvert la porte en manches de chemise, visiblement surpris de les voir. « Je n'attendais personne, » balbutia-t-il. « Quelque chose ne va pas. Nous devons vous poser quelques questions sur votre lien avec Stephen Pendry, » a déclaré Brantley sans préambule. « Mire. Et où vous trouviez le jour de sa mort? » Le visage de Gregory s'est vidé de ses couleurs. « Stephen, est-ce qu'il... »« Il est mort, » dit Brantley en l'observant attentivement. « Tu ne savais pas. » Gregory s'assit durement sur le bord du lit. « Non, je suis parti ce matin-là pour un rendez-vous client à Bristol. Je ne l'avais pas vu depuis des années. Je ne savais même pas qu'il était de retour à Lynmere.
C'est étrange, dit doucement Pritchard, parce que vous avez travaillé au domaine Marchmont le même été où Stephen a disparu. Vous étiez tous les deux de jeunes musiciens, et quelqu'un a trouvé une dédicace dans un morceau qu'il a écrit à GM pour ce qui aurait dû être. Voulez-vous m'expliquer? Grégory déglutit. Nous étions amis, c'est tout. Brantley haussa un sourcil. Juste des amis. Grégory baissa les yeux. Ce n'était pas facile à l'époque. Dans les années 30, deux jeunes hommes. Vous comprenez? Stephen avait peur. Il est parti. Je pensais qu'il m'avait oublié. Et le morceau? Pritchard insista. Grégory hésita. Il me l'a donné. La composition. Il a dit que c'était un secret, qu'elle n'était pas prête. Je ne savais pas quoi en faire. Je l'ai laissé au domaine avant d'être renvoyé. Pourquoi avez-vous été licencié? A demandé Brantley. Il y avait une rumeur, dit catégoriquement Grégory. Quelqu'un m'a accusé d'avoir volé une broche. Elle n'a jamais été retrouvée. J'ai juré de ne pas l'avoir prise, mais Lady Evelyn a dit que le scandale était trop fort. Alors, je suis parti. Je ne suis revenu que ce printemps. Pourquoi maintenant? Grégory leva les yeux, la voix calme. Parce que j'ai entendu dire que Stephen pourrait revenir, et j'ai pensé que nous pourrions peut-être réessayer. Mais je ne l'ai jamais vu, je le jure. Brantley échangea un regard avec Pritchard, puis hocha la tête. Nous aurons peut-être d'autres questions. Grégory hocha la tête en silence, le poids de ses secrets dévoilés. Mais sa peur, comme l'observera plus tard Miss Marple, avait le goût du chagrin et non de la culpabilité. Au même moment, Eliza Greening s'apprêtait à quitter Lidmer. Miss Marple la trouva sur le quai de la gare, valise à la main, chapeau baissé. « Tu pars » demanda-t-elle doucement. Eliza hocha la tête. « Il ne me reste plus rien ici. » Même pas de réponse. L'expression d'Eliza faiblit. « J'ai essayé d'oublier, pendant des années. Mais il ne l'a jamais fait, n'est-ce pas? Il a tout écrit, dans la musique. » Miss Marple s'approcha. « Vous m'avez dit un jour que Stephen ne jouait jamais sans le « et vouloir ». Vous avez tout à fait raison. Ce dernier morceau, quoi qu'il contienne, était sa vérité. Et quelqu'un cherchait désespérément à garder cette vérité silencieuse. Eliza détourna le regard. Il avait peur que cela ruine des vies à qui la vie. Le sifflet du train retentit, lointain et aigu. La voix d'Eliza était à peine un murmure. Ceux de Grégory, ceux de Lady Evelyn et le mien. Miss Marple ne dit rien. Puis Eliza a ajouté « Je ne suis pas la personne que les gens pensaient que j'étais. Je ne l'ai jamais été. » Et sur ce, elle est montée à bord du train et est partie. Un autre secret soigneusement caché dans la campagne. Ce soir-là, Miss Marple retourna à Lilac Lawn. Lady Evelyn attendait, arpentant le salon avec une agitation inhabituelle. « J'ai entendu dire que Grégory avait été retrouvé, » dit-elle aussitôt, « et que tu as été plutôt occupée. » Miss Marple hocha la tête. « Il nous a parlé de la broche, de Stephen, de la musique. » Lady Evelyn s'arrêta. « Et qu'est-ce que tu crois? Je crois que vous aviez autrefois deux jeunes hommes doués sous votre toit. Et je crois que quelque chose s'est produit. Quelque chose qui vous a fait choisir le « au silence » plutôt que le scandale. » Les épaules de Lady Evelyn se raidirent. « J'ai fait ce qu'il fallait, pour le bien de la maison, le nom de famille. Grégory n'aurait jamais dû être licencié. Mais après que les rumeurs ont commencé, Stephen se retirant, Grégory a accusé
Cela aurait été un véritable scandale. Et j'ai pensé qu'ils s'en remettraient. Passer à autre chose. Mais ils ne l'ont pas fait, dit doucement Miss Marple. Non. Sa voix se brisa. Et quand Stephen a dit qu'il reviendrait, qu'il voulait se produire à nouveau, je ne pensais pas qu'il emporterait le passé avec lui. Je pensais vraiment qu'il était prêt à pardonner, à guérir. Saviez-vous ce qu'il y avait dans la composition? Lady Evelyn croisa son regard. Seulement que c'était personnel. Je l'ai trouvé, je l'ai mis sous clé et j'ai essayé de l'oublier. Je ne l'ai pas détruit. Je ne pouvais pas. Et est-ce que quelqu'un d'autre savait que ça existait? Lady Evelyn hocha lentement la tête. Mon valet de pied, Henry. Il est avec moi depuis 5 ans. Loyal. Trop loyal, peut-être. Je lui ai dit de nettoyer la salle de musique ce matin-là. Il l'a peut-être trouvé ou entendu quelque chose. L'expression de Miss Marple devint pensive. Aurait-il eu accès au rafraîchissement? Lady Evelyn parut surprise. Pourquoi, oui. Il a aidé à servir de la limonade pendant le récital. Le gendarme Pritchard a retrouvé Henry Denning le lendemain matin, essayant de remettre discrètement sa démission et de partir pour Londres. Vous voudrez d'abord répondre à quelques questions, dit calmement Pritchard vers Henry. Un homme d'une 30aine d'années au trait doux s'est immédiatement replié sous la pression. Il a admis avoir trouvé la composition dans le meuble à musique quelques jours avant la fête. Admis avoir lu la dédicace. Il a admis qu'il savait ce que cela signifiait. « Je pensais que ça la ruinerait, » marmonna-t-il. « Lady Evelyn, elle m'a tout donné, l'emploi, la confiance, la dignité. Et cette musique, elle susciterait le scandale. Saleté. »« Alors, tu as drogué Stephen ?» dit Pritchard. « Je ne voulais pas qu'il meure. » Henry a pleuré. « Je voulais juste qu'il soit trop groggy pour jouer. Je pensais que s'il manquait la représentation, personne ne l'entendrait jamais. Il repartirait. Les choses redeviendraient comme avant. Mais il s'est effondré. Il a dû se cogner la tête. Cela n'a jamais été censé aller aussi loin. » Pritchard le regarda. Un homicide involontaire, alors, au mieux. Miss Marple, qui avait suivi tranquillement les débats, ne dit rien pendant un long moment. Puis, doucement, elle murmura « On ne peut jamais taire la vérité, monsieur Denning. Elle trouve son chemin, parfois dans la musique, parfois dans le silence. » Pendant un instant, il sembla que le mystère avait atteint une résolution tranquille et tragique. Henry Denning, le fidèle serviteur aveuglé par le dévouement, avait avoué. Un mélange de protection mal avisée et de peur du scandale avait, par inadvertance, entraîné la mort. L'inspecteur Brantley a considéré que l'affaire était effectivement close. « C'est une triste affaire, » dit-il à Pritchard en allumant un cigare dans le bureau du constable. « Mais ce sera assez clair dans le rapport. Pas de grande méchanceté, juste un serviteur qui se mêle de là où il ne devrait pas. » Mais Pritchard n'était pas aussi convaincu. « Si ce n'était que le sédatif, » dit-il prudemment, « pourquoi l'échymose sur le crâne de Pendry? Et qu'en est-il de l'enveloppe manquante dans sa valise? » Alice Gilling dit qu'elle portait la mention privée et contenait des partitions et une lettre. Elle était là le matin avant le récital, disparue le soir. Brantley agita la main, probablement égaré ou pris par Henry. Mais Henry l'avait nié et semblait déconcerté par la question. Pendant ce temps, Miss Marple était restée particulièrement silencieuse pendant les débats officiels. Aux yeux de tous, elle était retournée dans son jardin,
taillant ses dahlias et lisant le journal sur son porche. Mais pour ceux qui la connaissaient mieux, y compris Pritchard, son silence était le signe qu'elle la surveillait de près. Et elle l'était. Parce que quelque chose n'allait pas. Ce n'était pas seulement que les actions d'Henry Denning, aussi tragiques soient-elles, n'expliquaient pas tout. C'était ça, quelqu'un d'autre n'avait toujours pas parlé. Quelqu'un qui était resté étrangement insensible au ragot du village, qui avait réussi à rester en marge du récit, bien qu'il en soit le centre. Le neveu de Lady Evelyn Graham, Marchmont, il n'avait pas assisté au récital. Il n'avait pas parlé publiquement de Stephen. Et à la connaissance de tous, il n'avait pas mis les pieds à Lidmer depuis des années, jusqu'à maintenant. Miss Marple l'a repéré au domaine Marchmont tard dans la matinée, debout près du treillis de roses, une cigarette à la main. Il était grand, mince, bien habillé dans un costume marron sur mesure et semblait tout à fait à l'aise jusqu'à ce qu'il la remarque approcher. « Miss Marple, n'est-ce pas ?» dit-il en jetant des cendres dans l'herbe. « J'ai entendu parler de toi. Les gens disent souvent ça. » Ou a-t-elle répondu agréablement. « Bien que rarement en admiration, j'en ai peur. » Il sourit. « Je suppose que vous êtes ici à propos de la mort du garçon. »« Stephen Pendry, » dit-elle doucement. « Oui. »« Quel gâchis !» dit Graham en secouant la tête. « Terrible affaire. Je reviens tout juste d'Oxford. Tante Evelyne m'a demandé de l'aider dans les affaires du domaine. Je n'ai jamais connu cet homme. »« N'est-ce pas ?» demanda-t-elle doucement. « J'avais l'impression que vous visitiez le domaine. » L'été même où Stephen est parti. Les yeux de Graham se plissèrent légèrement. « Eh bien, je suis peut-être passé par là, mais j'étais à l'université la plupart du temps. »« C'est quand même une petite maison, » dit-elle. « Les jeunes hommes ont tendance à se remarquer. » Il expira lentement de la fumée. C'était un prodige, n'est-ce pas? Le Golden Boy de tante Evelyne. Il jouait du piano comme dans un rêve. Tout le monde le disait. Il y avait quelque chose d'amer dans son ton, légèrement enfoui. « Vous ne vous entendiez pas ?» a demandé Miss Marple. Il haussa les épaules. « Je ne le connaissais pas assez, bien pour ne pas l'aimer. Et pourtant, tu es revenu quelques jours seulement avant le récital. Une coïncidence. Rien de plus. Les gens reviennent souvent lorsque le passé devient d'une actualité gênante, murmura Miss Marple, surtout quand il menace d'être joué à haute voix pour la première fois depuis 10 ans. La mâchoire de Graham se raidit. « Attention, Miss Marple, » dit-il sans méchanceté. « Vous pourriez avoir tort d'accuser quelqu'un. » Elle sourit. « Non, pas d'accusation. Juste des observations. Par exemple, la dédicace écrite par Stephen à J.M., pour ceux qui auraient dû être. Vous ne partageriez pas ses initiales, n'est-ce pas? » Il laissa tomber la cigarette et l'écrasa avec son talon. « J'ai du travail à faire. »« Stephen aussi, » dit-elle doucement. « Mais il n'a jamais eu la chance de le terminer. Ce soir-là, quelque chose d'étrange s'est produit. L'avocat local, M. Hargrove, est arrivé à l'improviste au domaine Marchmont, exigeant de voir Lady Evelyn. Il portait avec lui une lettre cachetée et une enveloppe officielle. C'est Miss Marple, assise dans le salon à ce moment-là, qui a regardé tout cela se dérouler. « Je viens de recevoir ceci par un coursier privé, » expliqua Hargrove, essoufflé. Il semble que ce soit une copie des dernières volontés de Stephen Pendry. Lady Evelyn cligna des yeux. « Dernier vœu! Il n'était même pas malade. Il a néanmoins pris des dispositions. Il semble qu'il ait anticipé quelque chose. Le document a été rédigé à Londres le mois dernier avec un témoin d'un cabinet d'avocats. Et cette lettre vous était adressée.
Lady Evelyn prit l'enveloppe, en serrant la main, et l'ouvrit. Miss Marple regarda ses yeux parcourir la page et vit le sang s'écouler de son visage. « Bien ?» demanda Hargrove. « Qu'est-ce que ça dit ?» Lady Evelyn déglutit. « Il m'a laissé le manuscrit. »« La composition ?» Elle hocha la tête. « Et une note ?» Elle dit. « Laissez-le être joué. Qu'il soit entendu. » Un silence tomba. « Et le reste ?» Dund demanda gentiment Miss Marple. Lady Evelyn lui tendit la deuxième page. C'était bref, griffonné de la main soignée et élégante de Stephen. « Si je meurs avant que la rhapsodie ne soit jouée, c'est parce que quelqu'un ne supporte pas d'affronter la vérité qu'elle contient. Je ne donne aucun nom. Mais je confie à ceux qui m'aimaient de le trouver par eux-mêmes. Ce n'est pas une vengeance, c'est une libération. » Miss Marple baissa le journal. Alors, Stéphane avait connu. Il connaissait le risque, avait anticipé la résistance, et pourtant, il est revenu. Il prévoyait néanmoins d'interpréter la pièce. Pourtant, il faisait confiance à la musique. Le lendemain matin, l'enveloppe originale qui avait disparu de la valise de Stephen a été retrouvée. Alice Gilling, la gérante de l'auberge, l'a découvert caché derrière une planche lâche sous l'armoire de la chambre 4. Elle était allée aérer l'espace et, entendant quelque chose de hochet, a délogé la planche et découvert une enveloppe marron usée adressée dans la main de Stephen. À l'intérieur se trouvait une seule page de musique, écrite avec une énergie furieuse et intitulée simplement « Requiem pour deux ». Et en dessous, une autre note « IJM ». Vous avez dit un jour que personne ne nous croirait jamais. Laissez-les plutôt l'entendre. Alice l'a apporté directement à Miss Marple. Cet après-midi-là, Miss Marple rendit une autre visite à Gregory Miles. Il avait l'air plus vieux qu'il y a quelques jours et, d'une certaine manière, plus léger. « Diarrêtez-t-il, y réfléchit, » dit-il avant qu'elle puisse parler. « À propos de ce que Stephen essayait de dire, à propos de toutes ces années, et à propos de la rhapsodie. » Elle lui tendit le manuscrit. « Il a écrit ça pour toi. » Grégory déplia lentement la page. Ses yeux se remplirent de larmes avant d'atteindre la dernière mesure. Il a dit que nous pourrions être libres. Mais je ne l'ai pas cru. Miss Marple lui posa doucement la main sur le bras. Stephen a cru pour vous deux, mais il restait encore un fil à tirer. Au crépuscule, Pritchard revint de Melchester avec des nouvelles. Le dosage du sédatif trouvé dans le sang de Stephen n'était pas conforme à celui qu'Henry Denning prétendait avoir administré. C'était beaucoup plus élevé, presque mortel, plus qu'un simple ennui. Cela avait été un silence intentionnel. « Henry a menti, alors ?» a demandé Pritchard. « Non, » dit doucement Miss Marple. « Je crois qu'Henry a drogué la limonade, mais quelqu'un d'autre a veillé à ce que Stephen n'atteigne jamais le piano. » Elle se leva, les yeux clairs. « La question n'est plus qu'à falsifier le récital. » Elle regarda vers le domaine Marchmont. C'est qui a veillé à ce que Stephen Pendry ne quitte jamais l'île à clones vivant? La lumière du soir filtrait doucement à travers les rideaux de dentelle du salon de Miss Marple, alors qu'elle était assise près du foyer, son tricot inutilisé sur ses genoux. La pièce, bien que calme en apparence, semblait chargée d'une attente tranquille, comme la pause finale avant la dernière mesure d'une symphonie. Elle avait invité un dernier invité pour le thé, Graham Marchmont. L'invitation avait été polie et discrète,
formulée dans le langage de la civilité du village. Elle avait simplement mentionné qu'elle avait découvert quelques vieilles lettres de Lady Evelyn et qu'elle pensait qu'il souhaiterait peut-être les voir. Aucune accusation, aucune urgence. Ce n'est qu'une des petites affaires de Miss Marple. Il est arrivé précisément à l'heure. « Miss Marple !» dit-il en retirant ses gants. Un plaisir, bien sûr. Elle l'a conduit avec toute la grâce d'une hôtesse, accueillant quelqu'un qu'elle savait dangereux, mais pas encore exposé. Il y avait un certain théâtre dans le calme. « J'espère que vous aimez Victoria Sponge, » dit-elle joyeusement, même si je sais que les Londoniens préfèrent les choses moins démodées. « Je ne suis pas au-dessus du gâteau éponge, » a déclaré Graham en s'asseyant avec un sourire agréable qui n'atteignait pas vraiment ses yeux. « Tu as dit que tu avais quelque chose que tu voulais me montrer, avec le temps, » dit-elle en versant le thé. « Mais d'abord, je me demande si je pourrais vous déranger avec un petit souvenir. Vous vous souvenez de l'été 1939, j'imagine. » Il cligna des yeux. « Oui, très clairement. » Vous étiez au domaine Marchmont, tout comme Stephen Pendry. Shillick avait des rumeurs à l'époque, même à l'époque, à propos de lui, à propos d'un autre jeune homme. Son sourire s'effaça pendant une fraction de seconde. Les murmures sont la seule monnaie du village. J'en ai bien peur. En effet, a déclaré Miss Marple. Bien sûr, j'ai toujours pensé que là où il y a un murmure, il y a généralement une vérité, enfouie comme un éclat de verre dans un parterre de fleurs. Facile à ignorer, mais capable de couper assez profondément si elle est découverte. Elle lui tendit une part de gâteau et attendit, regardant comment il tenait la fourchette. Soigneusement, précisément, comme quelqu'un d'habitué à la performance. « Et maintenant, » a-t-elle poursuivi, « Stephen revient. Avec un morceau de musique, un morceau qui, s'il était joué, aurait révélé ce qui était caché. Je suppose que cela dépend de l'interprétation. »« Oui, » dit doucement Miss Marple, « comme tout art. » Il la regarda, son sang-froid toujours intact, mais elle vit maintenant la légère tension dans ses doigts. « Miss Marple, je dois vous demander... » « Et qu'est-ce que vous insinuez exactement ?»« Insinuant ?» répéta-t-elle avec une légère surprise. « Eh bien, rien du tout. Mais j'ai toujours trouvé curieux que vous, après avoir été absent de Lidmer pendant si longtemps, soyez revenu. Juste avant le récital. Et plus curieux encore que la dose de sédatif trouvée dans le corps de Stephen Pendry était presque le double de celle que le pauvre Henry Denning a admis avoir utilisée. « C'est sûrement l'affaire de l'inspecteur, » dit Graham trop rapidement. « Peut-être, mais on m'a aussi dit que l'enveloppe de Stephen, son manuscrit et sa lettre manquaient dans sa valise, puis a été retrouvée cachée derrière un panneau du Rose and Crown. » Graham eut un rire poli. « Et tu penses, je sais glisser dans sa chambre et l'a pris ? » ?»« Oh non, » dit doucement Miss Marple, « ce serait assez imprudent. Mais quelqu'un qui connaissait bien Stephen et qui avait conscience du danger que représentait sa musique aurait pu le suivre depuis l'auberge. Peut-être même l'a-t-il attendu près du jardin pendant la fête, où Stephen a été brièvement laissé seul avant sa représentation. » Il se leva brusquement, époussetant les miettes de gâteau de son manteau. « Miss Marple, je pense que je me suis adonné à ce théâtre de village assez longtemps. Elle ne s'est pas levée. Encore une chose, monsieur Marchmont, avant de partir. » Il fit une pause. Elle tendit la main derrière sa chaise et sortit une partition de musique pliée. La composition finale de Stephen, l'original, récemment restituée par Gregory Miles. J'ai demandé à un musicien de Melchester de l'examiner. Il a-t-elle déclaré. Il l'a joué jusqu'au bout,
Et savez-vous ce qu'il a trouvé dans le mouvement final? Graham n'a rien dit. Un motif, une phrase, jouée à l'envers, qui reflète le thème d'un duo d'enfance que Stephen a joué avec. Vous, c'est assez obsédant en fait. Un chagrin et un désir enfoui enveloppés dans l'harmonie. C'est un adieu, mais aussi une accusation. Graham regardait le papier qu'elle tenait à la main comme s'il s'agissait d'un poison. « Je ne sais pas ce que tu penses que cela prouve. » « Cela prouve que Stephen se souvenait de toi, » dit-elle doucement. « Je me suis souvenu de tout, que vous n'étiez pas simplement un cousin amer ou un spectateur. Ce quelque chose qui s'est passé entre vous, quelque chose qu'il a immortalisé dans sa musique. » Ses yeux se plissèrent. « Tu penses que je l'ai tué à cause d'un souvenir? »« Non, » dit Miss Marple, en se levant enfin, d'un ton plus doux que jamais. « Je pense que vous l'avez tué parce que vous ne pouviez pas supporter ce dont il se souvenait, ce qu'il avait écrit. Parce que si cela avait été interprété, toi aurais été démasqué. Pas pour ce que vous étiez alors, peut-être, mais pour l'homme que vous étiez devenu. Quelqu'un qui ne pouvait pas laisser le passé parler. » Il détourna le regard, la mâchoire serrée. « Je voulais seulement l'arrêter, » dit-il enfin, pour lui faire rater la représentation. C'est tout. Je suis allé le voir le matin de la fête. Nous nous sommes disputés. Il a refusé d'écouter. Il a dit qu'il allait la jouer coûte que coûte. Vous avez donc veillé à ce que cela lui coûte tout, a déclaré Miss Marple. J'ai juste poussé. Il a chancelé, a heurté le banc. Je ne savais pas que ça le tuerait. Je pensais qu'il se réveillerait. Peut-être secoué, peut-être. Il est furieux, mais vivant. Et puis le petit coup de Henry avec le sédatif n'a fait qu'empirer les choses. Et quand il est tombé dehors, dit Miss Marple, finissant pour lui, vous le regardiez. Et vous avez vu votre secret protégé par la tragédie. Il se rassit, vaincu. Je ne voulais pas être le méchant, murmura-t-il. Personne ne le fait jamais, dit-elle. Cette nuit-là, Mademoiselle Marple s'est assise au poste avec l'agent Pritchard et l'inspecteur Brantley, exposant l'intégralité des aveux qu'elle avait persuadés de Graham Marchmont. Brantley parut abasourdi. « Vous l'avez trompé pour qu'il l'admette. Autour d'une génoise, marmonna-t-il. Miss Marple sirota son thé. Les hommes confondent souvent la politesse avec l'innocuité. C'est une hypothèse très dangereuse. Pritchard avait l'air pensif. « Et le morceau? C'était toujours une question d'amour, a-t-elle déclaré. Non dit, inachevé, mais profondément réel. Stephen est revenu pour le récupérer. Et Graham, tellement absorbé par ce qui pourrait être révélé, a choisi le silence plutôt que le courage. » Brantley secoua la tête. « Vous devriez diriger Scotland Yard, Miss Marple. »« Oh non !» dit-elle en souriant légèrement. « Je préfère de loin St. Mary Mead. Les crimes sont beaucoup plus ordonnés dans les villages. La nouvelle de l'arrestation discrète de Graham Marchmont a fait des vagues dans Lidmer comme une pierre tombée dans un étang immobile. Peu de gens connaissaient les détails. La plupart pensaient qu'il s'agissait d'un scandale financier, mineur ou d'une affaire familiale, qu'il valait mieux laisser priver. Les journaux furent tenus à distance, en partie grâce à l'insistance de Lady Evelyn et à la discrétion des autorités de Melchester. Mais le village le savait, l'a toujours su, même s'il prétendait le contraire. Au Rose and Crown, les discussions étaient tournées vers l'intérieur, feutrées et tranchantes. « Ce n'était pas le domestique après tout, » marmonna Madame Ferris, « même si je suppose qu'il n'a pas aidé les choses. »« Il voulait protéger Lady Evelyn, » a déclaré George Harper en tirant des pintes avec un visage sombre. « Mais ce faisant, il a protégé le tueur. »
On ne peut jamais le savoir, a ajouté Madame Edgecombe. Un si bel homme, ce Graham, et il s'exprime bien, mais il y avait toujours quelque chose de froid derrière le sourire, si vous me le demandiez. Personne ne lui avait demandé. Mais maintenant, bien sûr, tout le monde écoutait. À Lilac Clown, Lady Evelyn est restée cloîtrée derrière de lourds rideaux et des lettres sans réponse. Lorsque Pritchard lui a rendu visite pour l'informer des aveux de Graham, elle les a acceptés sans émotion visible, comme quelqu'un qui attendait un verdict longtemps retardé. « Est-ce ce qu'il a dit pourquoi ?» demanda-t-elle doucement, les yeux fixés sur la fenêtre. Il a dit qu'il craignait d'être exposé, que la composition révélerait des choses sur lui, et Stephen qu'il ne supportait pas que le monde sache. Lady Evelyn hocha lentement la tête. « Je me doutais déjà de quelque chose. Mais je n'ai pas demandé. Je me suis dit que cela ne me regardait pas. » Sa voix se brisa légèrement. « J'aurais dû demander. » Pritchard hésita. « Vous avez essayé de lui donner un avenir, madame. Vous avez offert à Stephen le piano, la scène. Mais certains fantômes ne peuvent pas être enterrés dans la musique. » Elle n'a rien dit de plus. Pendant ce temps, Miss Marple s'était rendue dans son jardin. Les dahlias avaient repris tout leur sens, fleurissant avec défi malgré le changement de saison. Elle les coupa soigneusement, en sélectionnant quelques-unes pour son salon et une pour un petit pot destiné à la tombe de Stephen Pendry. Gregory Miles est arrivé peu après midi, portant un étui en cuir marron. Il avait l'air plus posé qu'il ne l'avait été toute la semaine, toujours pâle, mais plus accablé par le secret. « Je suis venu vous remercier, » dit-il. « Pas besoin, » répondit Miss Marple en le faisant entrer. « J'ai fait très peu de choses. »« Vous avez tout fait, » dit-il. « Vous avez vu ce qu'aucun de nous ne voulait voir. » Elle versa du thé, et pendant un moment, ils restèrent assis en silence. Puis Grégory posa le folio sur la table et l'ouvrit. C'est l'orchestration complète. La version finale de Stephen. J'ai fini de la transcrire à partir de ses notes. C'est prêt. Miss Marple regarda le manuscrit. Les lignes musicales précises et élégantes, le titre toujours intact, Requiem pour deux. J'organise une représentation à Melchester, a déclaré Grégory. Une petite salle, rien de grandiose. Mais les gens devraient l'entendre. Ils devraient, a déclaré Miss Marple. Et ils le feront. Elle ferma le folio et lui tapota la main. Stephen voulait que la vérité soit entendue. Et maintenant, elle le sera. Non pas à travers les journaux ou les déclarations en salle d'audience, mais à travers la mélodie, le silence et la mémoire. Grégory hocha la tête. « Et qu'en est-il de Graham ?» Miss Marple soupira. « Il sera certainement inculpé, probablement d'homicide involontaire. Mais je soupçonne que le procès sera privé. Lady Evelyn a de l'influence. » Elle l'a protégé une fois, a déclaré Grégory. Elle les a protégés tous les deux, corrigea Miss Marple. À sa manière, mais certaines choses ne peuvent pas être protégées. Il faut y faire face. La semaine suivante, une foule modeste s'est rassemblée au Modeste Music Hall de Melchester pour la première et unique représentation publique de Requiem pour deux. Parmi les personnes présentes se trouvait Elspeth Farringdon, assise bien droite sur un siège de velours, une larme se formant déjà dans un œil. L'agent Pritchard, dans son plus beau costume, est légèrement mal ajusté. Et Lady Evelyn Marchmont, voilée et immobile, assise au dernier rang. Gregory Miles est monté seul sur scène, a fait un signe de tête au chef d'orchestre et s'est assis au piano.
La musique commença doucement, hésitante, comme un souvenir s'éveillant d'un long sommeil. Cela a grandi. Ça faisait mal. Cela s'est révélé par des mouvements. Le regret, le désir ardent, la peur et enfin le pardon. L'accord final s'est évanoui dans le silence et pendant 1 minute entière, personne n'a bougé. Puis lentement, la salle s'est remplie d'applaudissements discrets, pas bruyants, pas triomphants, mais respectueux, comme une prière murmurée sur une tombe. Dehors, les étoiles commençaient à apparaître. De retour à Lidmer, les villageois ont trouvé d'autres sujets de discussion. Madame, la nouvelle machine, à laver de Pendrick, le sermon trop long du recteur, un veau né avec 2 oreilles blanches et une jambe tordue. La vie, comme elle le fait, a repris son rythme, mais quelque chose avait changé. Les gens marchaient un peu plus lentement devant le domaine Marchmont. Le piano de la salle paroissiale est resté fermé pendant des semaines, comme en deuil. Et, certains jours, quand la brise se levait, on pouvait presque entendre une mélodie dans les haies, une note persistante qui n'était pas encore tout à fait silencieuse. Miss Marple, assise sur son porche avec une tasse de thé fraîche, s'accorda un rare moment de réflexion. Elle ne jubilait pas, elle ne s'est pas attardée, mais elle s'en souvenait. Elle se souvenait d'un jeune homme dont les doigts dansaient autrefois sur les touches comme des murmures. Elle se souvenait de la douleur ressentie dans le silence d'un professeur. Elle se souvenait d'une garden party qui s'était terminée non pas par des applaudissements, mais par du chagrin. Et elle se souvenait de l'énigme à laquelle personne ne voulait faire face, enfin résolue, non par la confrontation, mais par la compréhension. La nature humaine, pensait-elle, était la plus grande composition de toutes, désordonnée, beau, tragique. Et comme la musique, elle trouvait toujours un moyen de se résoudre si seulement on l'écoutait suffisamment attentivement. Les feuilles devenaient cuivre et or à Lidmer, dérivant doucement sur les ruelles pavées et s'enroulant autour des murs de pierre des cottages tranquilles. L'automne s'était installé dans le village comme un chat sur sa chaise préférée, lent, gracieux et définitif. La tombe de Stephen Pendry, fraîchement marquée et modeste dans ses mots, est devenue une sorte de curiosité tranquille. Pas de grande épitaphe, pas de déclarations audacieuses. Simplement, Stephen Pendry, 1916-1955. Il a joué ce qui ne pouvait être dit. Un vase à côté de la pierre était régulièrement rempli, parfois de fleurs sauvages, parfois d'une seule rose blanche, et une fois d'une page de musique séchée, soigneusement pliée, une clé de sol légèrement gravée sur la marge supérieure. Personne n'a jamais vu qui les avait quittés. À l'église, le révérend Pierce a prononcé un sermon sur le pardon, plus long que d'habitude et plus doux, comme si on lui avait lui aussi rappelé que la vérité n'était pas toujours un marteau, mais souvent un miroir. Il a cité des psaumes et, avec un tremblement inhabituel dans la voix, a remercié Dieu pour la musique, la mémoire et les secondes chances. Il n'a pas mentionné le nom de Stephen Pendry, mais personne sur les bancs n'a mal compris. Lady Evelyn resta isolée pendant des semaines, ne s'occupant que de la correspondance et des questions de succession. Lorsqu'elle réapparut, gantée, voilée et calme, elle ne parla pas du procès de Graham ni du scandale qu'il soulevait tranquillement au-delà des frontières de Lidmer. Elle a simplement repris sa place dans la vie du village, assistant aux thés paroissiaux et lisant de la poésie lors des réunions du club des femmes, comme si la machinerie de la grâce avait été réenclenchée sous son chemisier soigneusement boutonné.
Mais il y avait en elle, maintenant, une fragilité, comme une porcelaine fine, une sorte de vérité trop longtemps cachée, qui avait fini par faire craquer l'émail. Un après-midi de fin octobre, elle rencontra Miss Marple dans le cimetière. L'air était vif et l'odeur de la terre humide se mêlait aux dernières roses. « Je suppose que je vous dois quelque chose ?» dit Lady Evelyn sans méchanceté. Miss Marple sourit. « Pas du tout, ma chère. Il n'a jamais été question de dette. » Ils restèrent silencieux un moment. « J'ai lu la partition complète, » dit enfin Lady Evelyn. « Grégory me l'a envoyée. Je l'ai jouée au piano, mal. J'en ai peur. Mais j'ai essayé. » Miss Marple hocha la tête. « C'est une chose courageuse d'écouter. » La voix de Lady Evelyn était ferme. « Graham ne sera plus jamais libre. Mais peut-être que Stephen l'est. » Et puis, elle se tourna et s'éloigna, chaque pas digne, même si son ombre s'accrochait légèrement plus près d'elle qu'elle ne l'était autrefois. Au Rose and Crown, Alice Gilling gardait désormais une photo, encadrée de Stephen sur la cheminée, au-dessus de la cheminée, tirée d'une coupure de journal il y a des années, alors qu'il n'avait que 19 ans et qu'il venait d'être admis à la Royal Academy. Une cigarette dans une main, un sourire en coin sur le visage, la jeunesse prise dans son moment de défi. Les touristes demandèrent parfois qui il était. Les habitants ont rarement répondu de manière détaillée. « Juste un garçon de Lidmer », disait-il. « J'ai joué du piano une fois, mais derrière ces mots se cache le respect que seuls les villageois comprennent. La compréhension que la grandeur, le chagrin et la grâce ne sont pas toujours bruyants. Parfois, ils vivent dans des pubs et des salles paroissiales, dans des musiques pliées et des lettres non envoyées. Miss Marple était assise près de son feu à l'approche de novembre, un châle doux enroulé autour de ses épaules et tricoté sur ses genoux. Les nouvelles de Melchester étaient arrivées par courrier le matin même. Graham Marchmont avait accepté un accord de plaidoyer, homicide involontaire, pas meurtre, et purgerait une peine tranquille dans un établissement privé. Il n'y aurait pas de procès, pas de presse. C'était fini, mais Miss Marple, à sa manière, savait que rien ne finissait jamais vraiment. La culpabilité persistait, les regrets persistaient, et le souvenir, le plus fidèle de tous, est resté. Elle n'était pas du genre à se complaire dans les solutions. Résoudre des crimes n'a jamais été une joie, c'était simplement nécessaire. Les morts méritèrent la paix, le vivant, la clarté. Dans cette affaire, la vérité n'était pas apparue à travers les empreintes digitales ou les empreintes de pas, mais dans les silences, dans la musique restée trop longtemps non jouée, dans les liens fragiles entre des personnes qui avaient autrefois signifié quelque chose les unes pour les autres. Et finalement, Stephen Pendry avait été entendu, pas dans une salle d'audience, pas dans le titre d'un journal, mais dans une mélodie. C'était assez de justice. Gregory Miles revient à Londres quelques semaines plus tard. Avant de partir, il rendit visite à Miss Marple une dernière fois. « J'ai accepté un poste dans un conservatoire », a-t-il déclaré. « Enseignement privé, modeste mais régulier. »« Vous serez merveilleux », a déclaré Miss Marple. « Vous avez toujours été censé guider les autres. » Il hésita, puis ajouta. « J'ai aussi pris des dispositions pour Requiem, pour 2 à archiver à la Royal Academy. Il perdurera, même si seulement quelques étudiants l'étudient. Ils apprendront, dit-elle doucement. Cela n'a jamais été une composition destinée à être populaire, seulement comprise.
Il l'embrassa sur la joue avant de partir, un geste de gratitude et de respect. Et puis il repartit, retourna en ville pour commencer la seconde moitié d'une vie, enfin, libérée du silence. Cette nuit-là, alors que le vent soufflait autour des avant-toits et que le feu crépitait doucement, Miss Marple se laissa légèrement dériver dans ses pensées. Elle imaginait Stephen, redevenu jeune, debout dans le jardin de Lilac Lawn, les doigts posés au-dessus du piano, le cœur plein de peur et de promesses. Grégory à côté de lui, Graham dans l'ombre. Lady Evelyn écoute depuis la fenêtre. Un moment jamais pleinement vécu, et pourtant, d'une manière ou d'une autre, finalement résolu. Elle attrapa son journal et, avec son économie de langage habituelle, écrivit une dernière ligne pour l'affaire. Le meurtre n'est jamais la fin. C'est le début de la compréhension. Puis, elle le posa de côté, reprit son tricot et reprit le rythme calme et régulier de ses aiguilles, chaque point soigné, méthodique et fort, tout comme la vérité.